Alors une chose est sûre, elle n'est pas nouvelle, finalement les DRH sont convaincus que s'assurer du bien-être des salariés est le meilleur moyen d'avoir des salariés engagés et performants et donc de renforcer la solidité économique de l'entreprise. Ça c'est clair pour tout le monde. Sauf que désormais, ces DRH sont de plus en plus challengés par ses collaborateurs ou futurs collaborateurs, c'est-à-dire les candidats. On en parle avec Yvan Matraire, bonjour. Bonjour. Vous êtes chez Deloitte, HR Transformation Humaine Capital. Et puis on reçoit Élodie Roueil, bonjour. DRH groupe adjointe chez BPI France. DRH chez BPI France, la Banque publique d'investissement, ça veut dire, comme vous accompagnez les entreprises, que vous êtes sur le pont depuis au moins 18 mois, encore plus que d'habitude, dans le feu de l'action. Plus de 3000 collaborateurs, un fonctionnement en commando au cœur de la crise, c'est bien ça. Vous n'avez même jamais arrêté de recruter, mais désormais, il faut gérer l'abondance, parce qu'avec la crise, vous croulez un petit peu sur les CV, c'est quoi, 8000 CV par semaine? C'est à peu près 8 à 10 000 CV par semaine, oui, exactement. Voilà, donc une massification des recrutements, notamment grâce à la digitalisation, mais le problème c'est que les candidats sont de plus en plus exigeants. Ils veulent savoir pourquoi ils n'ont pas été retenus et comprendre tous les enjeux qui sont derrière. Comment vous faites pour gérer ces nouvelles attentes? C'est un constat tout à fait exact. C'est un challenge pour nous, c'est une évolution de manière prégnante qui s'est produite pendant ce confinement, puisqu'on est passé dans le monde des services financiers d'un monde de guerre des talents pénurique à un monde qui s'est tari du jour au lendemain et où les candidats qui avaient pléthore d'annonces en face d'eux se sont retrouvés avec des offres qui étaient moindres qu'avant. On s'est donc retrouvé face à un afflux de candidatures assez certaines, avec des exigences de compréhension sur ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour arriver au bout d'un processus ou même rentrer dans un processus. Et en tant qu'employeur, on a été obligé et même tenu, par notre engagement d'employeur responsable, d'aller plus loin que la réponse positive ou négative et de donner du sens à nos réponses. Et finalement, on a un petit peu transformé ce que l'on travaillait avec nos collaborateurs pour le sens, le parcours, sur les candidats que l'on connaissait moins bien ou que l'on ne connaissait pas historiquement sur nos offres. Donc comment vous avez fait? Vous faites quoi? On peut pas faire des réponses personnalisées à 8000 personnes, j'imagine, à 8000 candidatures. Et pourtant, il ne faut pas, ce que vous venez de dire, dégrader l'image de l'entreprise. Exact, c'est tout le challenge. Un candidat, c'est une voix. Et une voix, c'est quelqu'un qui s'exprime. Et aujourd'hui, le monde massif, le monde des réseaux, le monde de la communication fait que un candidat mécontent, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas été retenu, même pour des motifs très légitimes, peut ne pas être content et dégrader votre marque employeur. Faire de la réponse individualisée, individuelle, ça nécessiterait de mettre des moyens sur la table qui obéreraient les coûts de fonctionnement, et ça, toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre. La manière dont on a essayé de traiter les choses, c'est d'utiliser les réseaux pour permettre, sous des formats de live ou de chat généralisés, de prendre la masse de candidatures et de nous exprimer sous le forme d'échanges, de questions-réponses, sous presque le format qu'on a, vous et moi, sous le forme d'émissions sur Instagram, faire des Insta Live, pendant une demi-heure, 45 minutes, où on permet à tous les candidats qui ont postulé à nos offres de nous interroger en direct. Et on regroupe les catégories de questions, ce qui nous permet à la fois d'adresser l'individualisation de la personne et de regrouper et de nous permettre d'adresser de manière collective également les besoins. C'est un des moyens que l'on a trouvé pour ne pas déshumaniser le processus. Les chatbots, les call centers peuvent être des éléments de réponse. Aujourd'hui, le besoin d'individualisation de la réponse ne trouve pas à s'incarner dans ces solutions. Donc, on a trouvé le twist des réseaux et de notre propre chaîne YouTube ou notre propre Insta Live pour répondre en direct à tous nos candidats. Ah, c'est malin. Et ça les satisfait? Alors, on est encore en période de test. Ça fera la 3e ou 4e fois qu'on le fait. On arrive à adresser 2000 personnes à chaque Insta Live en traitant 600 à 800 questions qu'on arrive à mettre par thématique sur pourquoi, quand j'ai fait tel parcours, je ne peux pas rentrer sur tel poste, ou pourquoi j'ai pas été sélectionné vu mon background. Pour le moment, les feedbacks sont positifs. Je vous dis pas que c'est un succès, parce qu'il faut du temps pour le mesurer, mais pour le moment, c'est positif et ça nous permet d'avoir un retour sur annonce et un retour d'évaluation en tant qu'employeur qui s'améliore. Cette demande de feedback, Yvan Matraire, elle n'est pas toute récente, mais c'est vrai qu'elle a été accentuée pendant la crise, que vient d'expliquer Élodie. Vous y avez été confronté aussi. Comment se fait-il qu'elle soit si importante aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre? Je veux dire, parce que quand vous achetez quelque chose, vous attendez à minima un feedback.
c'est la même chose. En fait, on déplace simplement le terrain du consommateur vers celui du recruteur et du recruté. Et aujourd'hui, il y a une vraie attente de feedback. Et sans doute, ça impacte complètement le positionnement des DRH et des services de recrutement, où finalement, autant avant, c'était aux candidats de séduire les DRH, autant, même s'il y a parfois une raréfaction de certaines compétences, il y a quand même une masse de candidatures aujourd'hui qui est de plus en plus importante. Et donc, du coup, il faut aussi savoir faire le tri dans l'ensemble de ces candidatures. Et donc, il faut aussi marketer son entreprise, marketer son process de recrutement, selon quoi les outils et certains outils, alors que ce soit via les réseaux sociaux, ça nous aide bien, mais aussi les grandes plateformes du marché aident à industrialiser les retours qu'on peut avoir et du coup à bien cibler à la fois les profils qu'on recherche, mais également dans le processus de candidature, à dès le départ essayer de trouver quelle est la meilleure expérience pour le candidat, parce que c'est les premiers contacts qu'il a avec l'entreprise. Donc, c'est ce premier contact qu'il faut absolument bien faire pour que derrière, son expérience employée, pour le coup, il la retrouve et qu'elle soit agréable pour lui et qu'elle soit continue, y compris lorsqu'il quittera l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, c'est finalement l'entreprise qui doit séduire le candidat. Complètement. Et c'est notamment sur des secteurs qui sont en tension, parce que, bien évidemment, l'activité, on ne peut pas l'ignorer, c'est ralenti. Malgré tout, il y a des secteurs qui sont fortement en tension. Par exemple, je pense au secteur des télécoms. Aller recruter des ingénieurs télécoms pour la 5G, aujourd'hui, il y a très peu de sachants sur le marché. Et donc, il faut vraiment se tourner vers eux, aller les séduire et être dans une démarche plutôt proactive que publier une annonce et être en attente de réaction. Là, dans ce cas-là, en général, on a peu de candidatures, ou en tout cas, on a des candidatures qui ne correspondent pas à vos besoins et on perd du temps. Et c'est effectivement là qu'on perd du temps, parce que même quand on en a énormément, j'imagine que toutes ne correspondent pas à votre demande. C'est là aussi qu'il faut... C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu qu'il faut gérer. Alors si on arrive aux collaborateurs, on avance un petit peu. Ce qui s'est exacerbé aussi, on l'a vu bien sûr, c'est l'insertion de la vie perso dans la vie pro et vice-versa. Vous venez de signer un nouvel accord sur le télétravail chez BPI qui entrera en vigueur début juillet. Mais au-delà des textes réglementaires, comment vous, RH, avez-vous répondu aux multitude de problématiques individuelles liées au télétravail, tout en ayant bien sûr toujours en tête cette gestion du collectif? Bien sûr. Ça a été, je pense, une de nos plus grandes questions. Ça a été notre fil rouge pendant cette période de confinement, déconfinement, un peu d'entre-deux. On s'est rendu compte que l'entreprise était un socle d'ADN commun à tous les collaborateurs et qu'on avait une certaine équité entre nous parce qu'on avait un lieu de travail, une mission, un crayon, un ordinateur, et que en rentrant chez nous pour travailler, parce qu'on était 3300 à se retrouver à la maison, on s'est retrouvés totalement inégaux face au travail. Et il a fallu gérer en 24, 48 heures, puis sur le long cours, cette inégalité par rapport au travail que l'entreprise contribue à lisser. Et je pense que quasiment aucun d'entre nous n'avait conscience de ça, puisque dans les entreprises, on était en train de regarder nos mètres carrés, nos open space. Est-ce que j'ai la fenêtre? Est-ce que j'ai plus d'espace? C'est ça, et on est tous dans le même environnement. Et là, chacun se retrouve avec ses problématiques et donc a une attente par rapport à son confort de travail, quoi. Absolument, son confort de travail même, et tout simplement, la compréhension de qui il est par rapport à son travail. Quand on a 2 enfants en bas âge, quand on a un grand à la maison qui est en train de réviser, qui prend toute la bande Wi-Fi alors que vous êtes en Teams. On voit bien, ouais. Que vous avez des travaux à côté de chez vous, que vous pouvez pas travailler, que votre réseau saute. Comment vous avez géré ça? Comment on a géré? Je pense qu'on a essayé de faire un pas les uns vers les autres. C'est que l'entreprise essayait de comprendre l'individu au sein du collectif et le collaborateur essayait de comprendre le pas que faisait l'entreprise. Alors bien sûr, c'est passé par de l'équipement, c'est passé par une compréhension, c'est passé par un upgrade et une attention portée à comment ils pouvaient travailler. Ça a été la première question. Et ensuite, on a essayé de travailler leur écosystème, notre écosystème. Comment est-ce que je travaille quand je suis à ma maison toute la journée? Comment je me rythme? Comment je me dérythme? Comment je fais attention à ça? Puisque un des grands enjeux qu'on a eu lors de ce confinement et encore maintenant avec ce télétravail massif, c'est que les journées s'enchaînent sans qu'il y ait de souffle entre les deux ou sans qu'il y ait cette possibilité d'échange qui permet de décharger entre 2 réunions, 2 échanges ou 2 tout. Mais du coup, ce sont des bonnes pratiques que vous leur rappelez, des petites vidéos, des petits trucs. C'est un ensemble de dispositifs. On a été très vigilants à pouvoir confier à nos collaborateurs la possibilité de faire garder leurs enfants, la possibilité d'avoir de l'école à la maison, la possibilité d'avoir de l'accompagnement
pour leur famille, pour qu'ils puissent avoir le temps de se concentrer et avoir des espaces à eux. Ensuite, on a bien entendu, via notre chaîne, notre web TV interne ou nos différents supports, donner la boîte à outils de comment je me rythme, de comment je fais attention à moi qui suis mon propre outil en tant que personne. Plus je le mets en chauffe, plus je le sollicite, moins à terme il sera productif. Donc effectivement, pour les aider à s'accaparer ce nouveau mode de travail finalement qui est le télétravail. Parce qu'on l'a vu pendant la crise finalement, Yvan Matraire, ces modes de management, le fonctionnement, il a été un peu fait dans l'urgence comme ça. Et sauf qu'aujourd'hui, se pose la question. Il faut un petit peu tout remettre à plat parce que forcément ça va durer, parce qu'il va y avoir plusieurs jours de télétravail. Et là, pour le coup, il y a d'énormes demandes du côté des collaborateurs. Alors, ce qu'on a appris en mars dernier, c'est de passer du monde physique au monde virtuel. Ça, on a su faire. En 24 heures, ça a été réglé parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Ce qu'on ne sait pas faire encore aujourd'hui, ou ce qu'on sait mal faire, c'est vraiment télétravailler. Parce que télétravailler au-delà des outils, qui sont absolument nécessaires. D'ailleurs, c'est là où on s'aperçoit qu'avant, on avait souvent tendance, en tant que collaborateur, à critiquer l'entreprise en disant les réseaux sont de mauvaise qualité, etc., etc. Quand on se retrouve chez soi, à H24, c'est un petit peu différent. Là, maintenant, il faut qu'on travaille sur les modes de management, parce que quand on a des collaborateurs qu'on va voir qu'une fois ou deux par semaine, voire par quinzaine, voire par mois, dans certains accords, ça veut dire qu'on ne manage plus de la même manière. Et ça, il faut qu'on fasse une réelle transformation des modes de management, de l'organisation du travail, en se disant comment est-ce que je passe à un moment à quelque chose qui était purement physique, avec un peu de digital, à du quasiment tout digital et un peu de physique. Et ça exige de réinterroger les processus. Est-ce qu'on a besoin d'autant de management intermédiaire qu'on avait avant? Pas certain. On a vu que, ne serait-ce que pour obtenir un prêt, certaines banques étaient pourtant fermées. Avant, il fallait 1 mois et demi, 2 mois. Là, en 15 jours, en fait, on avait l'accord. On a supprimé un certain nombre de contrôles, très simplement. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des process qui soient beaucoup plus lean qu'avant. Donc, il faut transformer ces process, il faut transformer l'organisation et la relation, tout simplement, qu'on a avec ses collaborateurs. Parce que dans télétravail, il y a aussi l'idée de travail à distance. Donc, la problématique d'après, j'imagine, qui arrive aujourd'hui dans les entreprises, c'est OK, est-ce que je peux faire du télétravail? Est-ce que je peux m'installer en province et ne venir peut-être que 2 jours à Paris, 3 jours à Paris, ou l'inverse, je ne sais pas. Mais il y a ces questions-là aussi. Où je travaille et à quel moment? Où je travaille, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on peut travailler de n'importe où. Après, c'est une question, il y a des problématiques d'assurance derrière. Aller travailler, je peux aller travailler en Espagne. Simplement, est-ce que l'assurance de mon entreprise va me couvrir? Est-ce que je serai couvert par la sécurité sociale? Ça soulève énormément de questions. Et derrière, au-delà de ça, c'est OK, je déménage à Madrid, mais qui prend en charge mon trajet entre Madrid et le bureau? Si c'est moi, personnellement, ça veut dire que j'ai sans doute une petite problématique de salaire à régler. Si c'est mon employeur, à un moment ou à un autre, ça se répercutera sur les coûts des produits finis. Et dans ce cas-là, on rechange encore une fois l'équilibre qu'on avait su trouver, mais qui est sans doute à changer. Et l'équilibre devra se réinterroger et trouver une autre forme quelque part de sens pour le collaborateur comme pour l'entreprise. Très rapidement, 2 petites questions, une pour chacun pour terminer. Le positif, c'est que ce que vous me disiez, c'est que les collaborateurs ont envie de revenir. Oui, très. Est-ce qu'ils reviennent avec de nouvelles exigences? Ils reviennent dans un état d'esprit différent. Ils reviennent avec l'envie d'être là et sans doute l'envie de repenser différemment leur relation à l'entreprise. Avec une envie différente, une envie plus forte et des exigences plus fortes. Oui, c'est vrai. Donc là, ça sera la prochaine étape. Encore, vous allez voir ce qu'ils vous demandent en arrivant. Yvan Matraire, finalement, aujourd'hui, ce que je disais, avec en plus les nouveaux outils qu'on propose aux collaborateurs, c'est cette vie perso, tous les applis, etc., tout ce qu'ils utilisent dans la vie quotidienne arrive dans l'entreprise. Donc finalement, aujourd'hui, il faut considérer le collaborateur davantage comme un client. Complètement. Complètement. Et de la même manière que vous avez des goodies distribués par n'importe quelle entreprise ou supermarché, etc., ce qui paraissait un peu désuet, le stylo, le mug, etc., en fait, on voit un retour de ces objets-là. En fait, on essaie de redévelopper le sentiment d'appartenance à l'entreprise parce qu'ils sont aujourd'hui dans une posture où ils se disent « Est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis correspond toujours à mes valeurs? Est-ce que le sens de mon travail résonne toujours en moi ?» À un moment, ça veut dire qu'une fois de plus, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, on remarkete la politique RH pour bien cibler et être sûr qu'on a les bons collaborateurs aux bons endroits et au bon moment. Et ça, c'est un point important.
C'est un marathon, hein. C'est un marathon. Cette histoire-là, c'est pas juste la gestion de la crise, mais on sent que ça va être sur le long terme. Oui. Merci pour votre témoignage. Elodie Roueil, DRH Groupe adjointe BPI France. Yvan Matraire pour Deloitte. On vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Dans un instant, décryptage avec Naval Group, SAP et Blue Prism. Expérience et exigence, les nouvelles attentes des candidats et collaborateurs. Décryptage avec Anne de Maison, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice développement RH et transformation chez Naval Group. Nous sommes également en compagnie de Romain Herbeau, bonjour. Bonjour. Directeur de SAP Success Factors. Gauthier Rose également est là, bonjour. Bonjour. Responsable Alliance Europe, chez Blue Prism, je l'ai bien dit. On vient de voir les attentes des salariés vis-à-vis de leur employeur évoluent. Liberté quant au lieu et temps de travail, rapport hiérarchique assoupli, encore quête de bien-être au travail, celle des candidats bien sûr aussi, mais quels outils mettre en place pour répondre à ces attentes? Anne de Maison, comme Elodie Roueil chez BPI France, vous avez un vrai problème de riches finalement, puisque vous recrutez près d'1 millier de personnes, mais vous recevez presque 10 fois plus, ou environ véritablement 50 000 candidatures, c'est bien ça. Pour répondre aux nouvelles exigences des candidats, quels outils, quels process avez-vous mis en place? Alors effectivement, chez Naval Group, on a la chance de beaucoup recruter parce qu'on a un challenge démographique assez important. Du coup, on s'efforce de les attirer, nos candidats, mais aussi de s'adapter à leurs attentes. Et pour s'adapter à leurs attentes, il faut changer de technologie. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a plus de 40% de nos nouveaux collaborateurs qui ont moins de 30 ans. Ah ouais. Et cela veut dire conquérir les réseaux sociaux. Ça veut dire évidemment aussi qu'on adapte les modes classiques de recrutement. Là où précédemment on avait des forums à l'ancienne, aujourd'hui on bascule dans le virtuel. Et surtout, on s'efforce d'avoir une cohérence de notre promesse employeur, c'est-à-dire que évidemment l'image de haute technologie qui est celle de Naval Group, on s'efforce de la prolonger dans le onboarding, donc concrètement la phase d'intégration et le pré-onboarding de ces candidats. On va y revenir parce qu'effectivement ça c'est important. Et pour gérer justement toutes ces candidatures, parce que certains, on l'a vu tout à l'heure, demandent des feedbacks personnalisés. Est-ce que vous êtes entouré d'outils spécifiques? Alors c'est tout l'enjeu effectivement des entreprises comme la mienne, c'est de développer des outils de plus en plus personnalisés. Il faut savoir que Naval Group reçoit chaque année 100 000 candidatures. Ah oui. 100 000 candidatures pour un groupe de 15 000, c'est énorme. Et force est de constater que nos suites SIRH classiques ne sont pas dimensionnées pour nous aider à démultiplier cet effort. Une équipe RH recrutement, elle n'est pas en capacité d'apporter à chaque candidat une réponse personnalisée. Et c'est là que interviennent les solutions type RPA pour nous aider à gagner en efficacité, en valeur ajoutée et surtout fidéliser les candidats qui s'adressent à nous et véhiculer une image positive de l'entreprise. Très concrètement, ça va passer. Donc très concrètement, des RPA, c'est un certain nombre de robots, un certain nombre de présentations vont être faites, qui permettent finalement de gagner du temps sur les réponses qui vont être apportées aux candidats. Et surtout, de trouver le bon curseur de la personnalisation. C'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que à 100 000 candidatures, vous imaginez bien qu'on peut pas apporter manuellement une réponse pertinente à chacun. Et pour autant, c'est l'attente des candidats et c'est ce qui va faire qu'ils vont choisir peut-être de recandidater chez nous ou d'intégrer notre entreprise. Et c'est là que la différence se fait, c'est par le biais de solutions qui nous permettent à nous d'avoir notre valeur ajoutée, c'est clairement la sélection, le lien, véhiculer l'image de l'entreprise et à gagner du temps avec un certain nombre de mécanismes qui permettent d'automatiser tout ça. Alors justement, le RPA, Gauthier Rose chez Blue Prism, éditeur britannique de logiciels, vous êtes pionnier dans cette automatisation robotisée des processus. Quelle solution vous proposeriez à Naval Group ou à d'autres groupes pour permettre de gérer ces candidatures et de les gérer avec ces nouvelles attentes des collaborateurs qui sont un feedback personnalisé? Oui, alors tout d'abord, définir ce que c'est que le RPA, donc Robotic Process Automation. C'est la capacité pour un élément logiciel de reproduire l'ensemble des clics souris, actions clavier d'un utilisateur en face d'une interface graphique. Et donc les processus RH, mais aussi les processus finance, les processus dans un call center, finalement sont une succession d'actions devant des interfaces graphiques et souvent un enchaînement de différentes applications.
Donc typiquement, là où on peut aider, c'est plutôt que d'extraire des informations manuellement à partir d'un CV lorsqu'on le reçoit pour le réencoder dans l'application RH, eh bien c'est d'utiliser une fonction de lecture par ordinateur, d'extraire automatiquement les informations, faire un certain nombre de vérifications, les insérer dans le système RH, et après, effectivement, d'envoyer des notifications aux managers qui sont concernés par cette candidature. Et en retour, si le profil correspond, c'est de pouvoir envoyer des convocations, ou alors, lorsque le profil ne correspond pas, c'est d'envoyer un courrier personnalisé, et pourquoi pas donner un certain nombre d'explications du pourquoi la candidature n'est pas retenue. L'onboarding, ça c'est l'étape d'après, c'est finalement l'étape où on est entre candidats et collaborateurs, donc une étape absolument cruciale, vous le disiez. Et là aussi, vous avez décidé d'améliorer les choses pour atténuer un possible choc des cultures, parce que la promesse employeur, en fait, doit être à la hauteur. C'est bien ce que vous nous expliquez, Anne Daumaison. Comment vous avez fait? Alors effectivement, on a mis en place une solution de onboarding et un processus associé. L'idée, c'est que nos collaborateurs, avant même leur premier jour dans l'entreprise, ils incorporent finalement l'identité de Naval Group. Et pour cela, au-delà de leur faire gagner du temps, concrètement, parce que le processus d'intégration peut nécessiter de fournir un certain nombre de documents, très concrètement. Donc ça leur permet de gagner du temps. Donc concrètement, depuis son canapé, eh bien on peut transmettre via une plateforme tous les documents qui sont nécessaires. Mais ça permet aussi de rentrer dans l'entreprise. Et donc c'est notamment via eh bien des solutions de e-learning. Nous, on fait en sorte que depuis la plateforme de onboarding, notre futur collaborateur, il peut déjà finalement découvrir l'environnement de l'entreprise, le site qu'il va intégrer, et il va aussi rentrer en contact avec son manager. Alors évidemment, une plateforme, ça ne suffit pas, on s'appelle, ça reste valable, mais pour autant, il va aussi pouvoir accéder à du contenu sur l'équipe qu'il va intégrer, sur le produit, vous voyez ? Et c'est ça qui vraiment y a valeur ajoutée, c'est que le premier jour finalement dans l'entreprise Naval Group, il a déjà en fait incorporé eh bien tout cet environnement qui va être le sien, et puis il fait déjà partie de l'équipe avec laquelle il a pu rentrer en contact. De façon virtuelle, c'est un petit peu comme le petit qui rentre à la grande école, on lui a fait visiter l'école avant, quoi. Voilà, c'est l'idée. Mais de façon virtuelle, bien entendu. Et pour tout ce qui est processus automatique, là aussi, vous le disiez sur l'onboarding, Gauthier Rose, vous pouvez faciliter et accélérer les choses. Très clairement, avant même que l'employé ne se présente le premier jour, c'est d'avoir créé tous les accès au niveau des applications dont il aura besoin, et ceci de façon automatisée. Côté collaborateur, ça y est, on a passé l'onboarding, on arrive, le collaborateur, et chez vous, ces collaborateurs, ils sont nombreux chez vous. Aujourd'hui, ils attendent un fonctionnement un peu plus collaboratif. Ça, on l'a bien vu, et on va y revenir avec vous dans un instant, Romain. C'est une vraie révolution chez Naval Group, puisque le groupe a plus de 400 ans. Il n'y a pas encore si longtemps, c'était encore un groupe qui appartenait à l'État. Donc comment vous gérez ça? Alors effectivement, on a une transformation culturelle qui est en cours, parce que, comme je le disais, pour vous donner un ordre de grandeur, on a un groupe de 15 000 collaborateurs, et durant les 3 dernières années, on a recruté 4 500 nouveaux collaborateurs. Donc on a effectivement un changement important de culture, tout en gardant les racines du groupe qui sont très anciennes, puisque 400 ans d'histoire. Mais tout ça s'accompagne. Et notamment en termes de management, les jeunes que l'on recrute, ils attendent un mode de fonctionnement beaucoup plus collaboratif, un management qui du coup n'est pas autant hiérarchique que ce qu'avaient connu leurs pères, et cela, ça s'accompagne dans la durée parce que ça impacte finalement les modes de fonctionnement qui pouvaient être les nôtres il y a de cela quelques années. Donc comment est-ce qu'on accompagne cela? C'est évidemment en se disant c'est quoi les fondamentaux finalement qu'on attend de nos managers, mais c'est aussi comment est-ce qu'on fait en sorte au niveau de chaque équipe d'avoir une discussion autour des conditions de l'engagement. Donc comment est-ce qu'on peut, nous, équipe, prendre des initiatives et puis agir sur les conditions de l'engagement. Donc les conditions de l'engagement, c'est le manager, mais c'est aussi mes collègues. Comment est-ce que j'interagis avec eux? Comment est-ce que je peux finalement faire bouger les lignes dans un cadre qui est mouvant et qui est challengeant. Donc finalement un plan pour un management un peu plus horizontal. Exactement. Chacun y contribue. C'est là-dessus que vous travaillez, Romain Herbault. Je regardais une petite étude, moins de la moitié des salariés en France jugent que leur entreprise les écoute régulièrement. Moins de la moitié, et 18% seulement, et c'est là aussi que vous intervenez, déclarent que leurs entreprises transforment ces feedbacks en actions concrètes. Donc il y a encore un peu de boulot. C'est justement ce que vous proposez chez SAP, le développement de l'Human Experience Management, HXM. C'est ça? Comment ça marche? Exactement, c'est une très, très bonne question.
En fait, on n'est pas allé chercher très loin. On a clairement copié ce qu'on appelle le CX, le Customer Experience. Yvan Matray en parlait il y a quelques temps sur, on va dire, la symétrie de l'attention. En fait, on fait juste une seule chose, on regarde l'expérience client d'un côté et on se rend compte que les employés ont la même exigence au niveau de l'expérience employé. Candidat, onboardé, employé, voire alumni. Donc, il y a un vœu pieux des directions d'entreprise depuis, on va dire, 15 ans, de dire on va aller dans le talent management, on va faire du human capital management. La réalité, c'est que c'est toujours très top-down quand même. Soit top-down, soit beaucoup drivé par des métiers, mais souvent les RH, personne s'intéresse à leur projet, donc c'est eux qui font les process, et ils se rendent pas compte que ça correspond pas toujours à la fois le besoin de l'IT qui lui-même a des exigences en termes de système, et puis surtout le besoin des employés. Donc, quelles sont les solutions, très concrètement, que vous proposez? Eh bien, on a pris donc une solution qui s'appelle Qualtrics, qui a été rachetée par SAP, donc qui était le leader, le numéro 1 mondial de la Customer Experience, et on a appliqué les mêmes méthodologies à l'employé. Donc l'idée, c'est que alors les gens se disent, basiquement d'un point de vue, on va dire employé, c'est principalement une plateforme pour récupérer du feedback. Donc d'un point de vue utilisateur, on a l'impression que c'est un questionnaire. Ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue en fait manager et d'un point de vue direction générale. Sur n'importe lequel des actions que vous allez faire en tant que RH, donc typiquement vous faites une campagne de rémunération. Ces campagnes, généralement, la direction générale va dire on a mis une poche très importante cette année là-dessus. Et en fait, quand vous prenez le feedback, vous pouvez vous rendre compte que ça a été extrêmement mal perçu. Parce qu'on l'a pas mis au bon endroit, parce que finalement on va se concentrer sur les populations jeunes alors qu'on a des gens qui ont de l'expertise et qu'il faut reskiller, upskiller, etc. Donc ça permet de capter ce feedback. Et une fois qu'on l'a capté, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir en fait avoir accès à une plateforme en tant que manager ou en tant que dirigeant qui vous permet d'une part de voir comment vous êtes positionné par rapport à vos pairs, comment vous êtes positionné par rapport aux autres parties de l'entreprise et quelles actions vous pouvez mettre en place pour améliorer cette perception. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on a pris le métier traditionnel des cabinets qui faisaient du conseil en engagement, puisqu'on faisait des enquêtes annuelles, etc. Et en fait, on l'a digitalisé et on a fait en sorte que sur n'importe quel processus, en fait, RH qui est mené, on puisse demander ce feedback. Et donc, moi, je l'utilise au quotidien. Et ce qui est très intéressant, c'est cette capacité pas seulement à récupérer le feedback, parce que 18%, vous l'avez dit vous-même, des gens ont l'impression qu'on en fait quelque chose, mais c'est comment je peux ajuster, comme on est un peu dans une société quand même d'immédiateté, du jour au lendemain, on peut avoir une crise, n'importe quelle entreprise peut être confrontée à une crise assez majeure, c'est comment je fais pour changer rapidement, et je mets en place rapidement des actions qui puissent prendre ce feedback et l'interpréter. On a la même chose sur les candidats, on a la même chose sur tout type de personnes qui interagissent. On en parle beaucoup sur les externes, je ne sais pas dans le cas de Naval, mais on a plus de 20% des entreprises aujourd'hui qui ont des employés qui ne sont pas sur leur fiche de paie. Et oui, les indépendants. Exactement. Donc comment je fais pour capter le ressenti de ces gens-là qui vont aller demain. Alors, quand on est B2B, ça peut passer. Encore, vous avez une image très bien perçue à l'externe, donc les gens vous connaissent à travers vos partenaires, etc. Mais quand on est B2C, ça peut être catastrophique. L'impact peut être catastrophique. Je veux dire, on a tous vécu des expériences en tant que candidat, je reviens dessus, dans lesquelles on fait qu'on tournera jamais dans la boutique dans laquelle on avait postulé, dans l'entreprise dans laquelle on avait postulé. Je crois qu'on l'a tous vécu. Donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est vraiment cette symétrie d'attention qui a un impact assez fort. Et donc, il faut être capable d'accepter de recevoir ce feedback, de le prendre et d'orienter les managers, notamment sur les actions à mettre en place pour améliorer. Et beaucoup d'entreprises américaines aujourd'hui font une chose qui est intéressante, c'est-à-dire que dans la rémunération des dirigeants et des managers, la note d'engagement devient quelque chose de majeur. On est en plein dedans chez nous, mais la note d'engagement, j'insiste, est majeure dans votre rémunération. Anne de Maison, quand vous entendez ça, est-ce que vos collaborateurs sont très demandeurs? Vous disiez, beaucoup de jeunes collaborateurs, désormais, est-ce qu'ils sont prêts à faire ces feedbacks, si tentés? Ils ont l'impression que ça serve à quelque chose. Oui, moi je crois que c'est une attente et c'est un engagement qui sont tout à fait prêts à prendre. Cette culture du feedback, c'est aussi, elle s'associe à une culture de la capacité à prendre des initiatives. Ils sont très demandeurs d'avoir, on va dire, de l'autonomie dans leur travail. Et effectivement, ils attendent ce qu'on a connu il y a quelques années. On va dire, on parlait de l'environnement start-up. Voilà. Un jeune, il rentre dans une grande entreprise, Naval Group. Il en rêve parce que le produit est magnifique. Et c'est une entreprise qui est ambitieuse et attachante. Il attend, même dans une grande entreprise, d'avoir cette autonomie qui
qu'il associe, on va dire, à un environnement startup. Donc, c'est la capacité à agir. On doit lui faire confiance. On écoute ses feedbacks. Il peut tester des choses. Et ça, c'est assez percutant pour une entreprise, voilà, on va dire industrielle, classique, on va dire. C'est, on va dire, un impact assez fort sur cette culture que j'ai évoquée il y a quelques minutes. Un vrai choc des cultures, d'autant que chez Naval Group, en plus, vous avez de nouveaux métiers finalement qui sont intégrés. Tout à fait. On a en particulier une activité qui est en forte croissance, qui concerne tous les métiers du logiciel. Et là, effectivement, on a de jeunes collaborateurs. C'est le choc des cultures, quoi. Voilà, tout à fait. Donc voilà, pour vous donner quelques ordres d'idées, des data scientists, on a des experts en cybersécurité. Et effectivement, ils attendent cette culture que j'évoquais tout de suite assez fortement. Et ils ont aussi des attentes en termes de mode de travail. On parlait du télétravail. Clairement, aujourd'hui, c'est un facteur de sélection des entreprises. Une entreprise qui ne propose pas de télétravail ne sera pas attractive pour ces jeunes. Et surtout, l'environnement challengeant. C'est là qu'on peut faire la différence. On le sait, sur ces profils, il y a des forts niveaux de rémunération qui sont proposés. Une entreprise comme Naval Group, elle peut faire la différence justement en offrant une capacité d'initiative, en offrant cet environnement challengeant de haute technologie, peut-être plus que là ou d'autres, des concurrents de recrutement qui peuvent se distinguer sur le salaire. Nous, ce sont d'autres leviers qu'on cherche à actionner. Vous avez parlé du télétravail, effectivement, ça c'est un enjeu important, on en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est aussi cette facilitation de la vie professionnelle une fois qu'on est sur place, très, très prosaïquement. Chez Blue Prism Gauthier Rose, vous développez tout ce qui tourne autour du self-service. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, considérer désormais que le collaborateur est un client et ce qu'il utilise à l'extérieur, il doit pouvoir l'utiliser si facilement à l'intérieur. Oui, donc c'est offrir cette agilité tout au long du parcours du collaborateur, aussi bien lors de son accueil, l'onboarding, mais aussi dans sa vie quotidienne, cette capacité à avoir la capacité à demander une demande d'absence, de congé paternité, maternité. Donc toutes ces demandes doivent être accessibles quel que soit l'endroit où il travaille, depuis n'importe quel outil qu'il utilise. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un smartphone. Il faut effectivement mettre à disposition ces outils. Qu'est-ce qui marche le mieux, le chatbot ? Alors le chatbot effectivement a pris de l'ampleur, notamment à la lumière de la crise, puisque du jour au lendemain, tout un ensemble de collaborateurs n'étaient plus disponibles pour répondre aux questions du quotidien. Et donc il a fallu mettre en place des systèmes intelligents pour comprendre la requête des collaborateurs et également apporter une réponse pertinente par rapport à cette question. Et le meilleur exemple, c'est celui de la Banque internationale Luxembourg, qui a mis en place un chatbot, qu'il a d'ailleurs humanisé, puisque le chatbot est capable d'adapter son attitude au travers d'un avatar en fonction du type de requête et du contenu de la requête, donc joyeux, déçu, et donc aujourd'hui 80% des demandes collaborateurs sont satisfaits par ce chatbot, ce qui permet du même coup de libérer du temps aux collaborateurs des ressources humaines pour traiter les domaines les plus complexes où il est nécessaire d'avoir un échange humain. Il faut pas oublier, c'est bien ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est ces outils-là pour faciliter, mais il faut pas oublier l'humain. Chez SAP, Romain Herbeau, l'Employee Relationship Management, c'est un petit peu la même chose, mais comment vous allez, qu'est-ce que vous proposez, comment vous allez plus loin sur ces questions-là ? En fait, le cœur du sujet, il est surtout à nouveau, on parle beaucoup de l'employé, mais en fait, ça passe beaucoup par le lien des managers et le rôle de la RH. D'accord ? Donc, quand je dis le cœur du sujet, il est sur le manager. En fait, le manager, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. S'il n'a pas les outils qui sont mis à disposition pour pouvoir engager les employés, il n'y arrivera pas. Les RH, s'ils passent leur temps à faire de l'administratif qui n'a aucune valeur ajoutée, il n'y arrivera pas non plus. Donc, en fait, la base, avant même d'aller, je dirais, sur des sujets très techno et expérience employée, c'est déjà quels outils je mets à disposition de mes managers et comment la RH peut accompagner ces managers. Donc nous, on se concentre énormément déjà sur digitaliser cette expérience manager et cette expérience RH. J'insiste, on parle de choses, enfin les RH, si on regarde en France, c'est encore 50% des tâches qui sont réalisées par les services RH qui ne sont pas à valeur ajoutée. Or, le but est quand même de faire en sorte que les RH deviennent ce qu'on appelle vraiment des HR business partners,
Tant que ça chez vous, pardon de vous couper, mais 50% qui sont... Alors, je dirais pas 50%, mais c'est un vrai enjeu. C'est encore trop, on est d'accord? Voilà, c'est encore trop. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on est passé d'une fonction qui était très transactionnelle il y a quelques années. Là, on a gagné, on va dire, en efficacité opérationnelle. On a monté des centres de services partagés, on s'est doté d'outils, de suites, SIRH. Mais là, c'est clairement comment est-ce qu'on accélère et on passe à un positionnement stratégique. Et ce positionnement stratégique, clairement, dans la plupart de nos entreprises, il est naissant. Et plus on arrivera à automatiser tout ce qu'on citait précédemment, plus on aura justement la place pour gagner sur ce conseil en aide, tout simplement, aide à la décision, accompagnement de proximité aussi de nos collaborateurs. Je vais vous donner un exemple très concret, mais moi j'ai vécu les deux vies. J'ai vécu la vie de start-upper et j'ai vécu la vie dans un grand groupe. Je fais 100 fois mieux mon métier de manager aujourd'hui que je ne l'ai fait en tant que dans la start-up. Parce que la start-up était remplie de biais et j'avais aucun outil pour les gérer. D'accord. Tout était rempli de biais. Dans le grand groupe, en fait, quand vous fête une campagne de rémunération, il n'y a aucun biais. Je l'ai fait en 1 heure et on l'a fait sur 110 000 collaborateurs en 1 semaine. Non, mais dans la start-up, on la faisait en 1 an, puisque de toute façon, à chaque fois qu'il y avait un problème, ça remontait vers un de mes associés, etc., etc. On en passait des heures. On créait des biais parce qu'il y en avait un qui voulait démissionner, on faisait pas attention, etc., etc. Dans les grands groupes, l'expérience employée, et donc on en parlait tout à l'heure, est beaucoup plus impactante que dans la start-up. Très clairement. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup en ce moment. Je sais pas si vous avez vu des biais qu'il y a dans le monde de la start-up. Ça ressort énormément. Alors, Pardon, mais qu'est-ce que vous appelez un biais? Un biais, c'est des erreurs de décision managériale basées sur des décisions non rationnelles. D'accord. Un biais, c'est vraiment... C'est ce que je comprenais. C'est bien parce que dans la start-up, il y a plus de proximité. Et il n'y a pas d'outils. Ouais. En fait, parce que vous réfléchissez à une politique de rémunération quand vous atteignez une certaine taille. Vous réfléchissez à une politique de ce qu'on appelle de succession, donc qui vont être les futurs successeurs quand on atteint une certaine taille. Dans les startups, on parle d'immédiateté, mais l'immédiateté fait faire pas mal d'erreurs. Mais ce que recherche, d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce que recherchent les jeunes aujourd'hui dans les grands groupes, ils ont cette image du grand groupe qui n'avance pas. Or, dans les grands groupes, ce qu'on recherche, c'est des gens qui font avancer les choses. Donc finalement, on cherche exactement le même type de profil, il faut juste casser cette image. Parce que finalement, en start-up, on vous demande de prendre des décisions toute la journée, et en grand groupe, on vous demande la même chose. Sauf que finalement, on se dit, les grands groupes, on n'y arrivera pas. Ce qui est, de mon expérience très personnelle, dans un groupe de 110 000 personnes, complètement faux. Parce que vous êtes aussi peut-être sur un métier particulier. On n'est pas forcément dans le même métier quand on est sur une entreprise très industrielle. Mais je critique pas. Non, il n'y a pas de critique, mais je pense que il y a ce message de quand même donner aux générations. Il y a 5 ou 6 générations maintenant d'entreprise, mais donner ce message que on attend la même exigence en termes de faire avancer les décisions. Et d'ailleurs, peut-être que c'est ça aussi que vous devez gérer, et j'y pense là en discutant avec vous. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de choc des générations. J'imagine que certains collaborateurs de 50 ans ont autant envie que ça change, et autant envie de bouger que ceux qui arrivent et qui ont 27 ans. Oui, je vous rassure, je pense que... Non, mais parce que parfois, en s'entendant parler, on peut dire qu'il y a les vieux d'un côté qui veulent plus bouger et puis les jeunes qui veulent tout faire bouger. Non, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus complexe. Après, on a aussi une autre préoccupation dans notre entreprise, donc industrielle, c'est de pas avoir une entreprise à 2 vitesses, notamment entre nos populations col bleu et col blanc. Et ça, c'est un sujet qui est très important pour nous, puisqu'on est une entreprise de production, on fabrique des sous-marins et des bateaux, et c'est d'arriver à agir sur les 2 tableaux de façon équilibrée et cohérente. Et ça, c'est pas évident, parce que tous nos collaborateurs n'ont pas un ordinateur en propre, on a des bornes, donc on voit bien quand on aborde ces sujets-là de RPA ou d'engagement, que c'est très important de penser une solution globale et adaptée au contexte de l'entreprise, et donc y compris au pied des ateliers. Et je pense que la grande différence, elle est là. Dans ce que vous disiez entre le monde industriel et le monde, on va dire, du software, par exemple, c'est que vous avez une population de col bleu à gérer qui va plus vite, qui utilise son smartphone tous les jours. Donc il faut réfléchir avec ces gens-là, mais qui n'ont pas obligatoirement d'adresse mail, par exemple. Exactement. Et très rapidement, pour terminer, justement, ça m'amène à la gestion des talents en interne. Là aussi, il y a beaucoup de demandes parce que les carrières sont plus courtes. Aujourd'hui, les gens, même si chez vous, il y a un turnover qui est moins important, parce que vous avez cette visibilité longue, quand est-ce que vous devez les fournir, les sous-marins australiens, là? Alors, c'est vrai qu'on a un cycle de vie qui est complètement atypique, puisque, un cycle de vie de nos produits, ça peut être 50 ans, de la construction jusqu'à la maintenance. On a un peu plus de temps. Mais j'imagine quand même qu'il y a un peu plus de visibilité, mais il y a quand même des gens qui ont envie de bouger très rapidement. Comment vous gérez ça?
aujourd'hui? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué pour nous, parce qu'en fait, sur beaucoup de nos métiers, il y a un temps long d'acquisition qui est important. Donc, concrètement, je prends un coquier. Chez nous, on a vraiment des compétences rares et qui sont essentielles à la fabrication de nos produits. Un coquier, pour être vraiment en capacité... Le coquier, il fait quoi? Donc, concrètement, une coque de... Oui, d'accord. Une coque de sous-marin. Donc, il va intervenir pour assembler des éléments, des matériaux lourds qui servent au revêtement, on va dire, pour faire simple, des sous-marins. Pour être vraiment en situation de maîtrise ou d'expertise, il faut une dizaine d'années, vous voyez. Ah oui. Donc, effectivement, on doit gérer la complexité, la haute technologie de nos produits, d'une part, et ces temps longs d'acquisition, et d'autre part, le temps qui a tendance à se resserrer des attentes de nos collaborateurs. Donc, comment est-ce qu'on le gère? D'une part, on essaie de jouer sur les temps d'acquisition des compétences. Aujourd'hui, en étant beaucoup plus en amont sur la formation initiale, en agissant via des chantiers écoles ou ce qu'on appelle nous du matelotage, c'est-à-dire du compagnonnage, on arrive finalement à se dire, on va acquérir la compétence plus vite. D'accord. Donc ça, c'est un aspect important. Et l'autre aspect, ce sont les parcours, c'est-à-dire qu'on dit à nos collaborateurs, on vous propose des perspectives de l'évolution professionnelle, vous rentrez chez nous à tel poste, mais on vous projette beaucoup plus loin et on vous accompagne au fur et à mesure que vous resterez chez nous. Et effectivement, nous, on a la chance d'avoir des collaborateurs qui restent chez Naval Group, et c'est une chance, mais pour autant, on est très attentif à justement la fidélisation et l'évolution du turnover, parce que on est bien conscient qu'il y a des attentes qui changent parmi les jeunes notamment. Et voilà, et oui, les jeunes qui bousculent un petit peu tout. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage passionnant. Anne Daumaison, directrice développement RH et transformation chez Naval Group. Merci beaucoup pour vos propositions à tous les deux. Gauthier Rose, responsable à l'Alliance Europe chez Blue Prism, et Romain Herbeau, directeur de SAP Success Factors. Restez dans un instant, on retrouve Yvan Matraire de Deloitte pour une petite conclusion. Et donc, on retrouve Yvan Matraire, associé HR Transformation et Human Capital chez Deloitte. Vous avez écouté un petit peu tout ce qu'on vient de se dire avec nos invités, avec Naval Group, avec BPI. On le voit bien, le collaborateur devient acteur dans la conduite du changement. C'est ça qui change. Et surtout, du coup, comme avec les marques, le collaborateur devient un véritable client et il faut le considérer comme tel dans l'entreprise. Complètement. À l'instar de la gestion de la relation client, on est obligatoirement aujourd'hui obligé de s'orienter vers la gestion de la relation de l'employé. Et en fait, quand on réfléchit à tout ça, il y a plusieurs éléments qui me paraissent, moi, assez intéressants à creuser pour l'avenir. Aujourd'hui, on voit que dans certaines entreprises, on a des Customer Success Managers. C'est-à-dire ? Ça va être des collaborateurs qui vont faire le lien entre ceux qui vendent, on pourrait dire finalement la promesse employeur, de la même manière, et ceux qui vont accompagner, c'est-à-dire manager au quotidien les clients, développer la relation, essayer de leur revendre des produits. On doit avoir la même chose, c'est un peu la symétrie des attentions qui a été évoquée tout à l'heure, et c'est de se dire très concrètement, est-ce que je ne pourrais pas avoir quelqu'un qui est en charge de gérer la relation aux employés? Alors, vous pourriez me dire, finalement, c'est le rôle des DRH. C'est ça. Oui, évidemment. Mais quelque part, aujourd'hui, les DRH ont encore une posture qui, pour certaines, même si on tend vers des HR Business Partners, sont encore trop auto-centrées sur elles-mêmes et ne savent même pas, parfois, ce que veulent les managers, ce que veulent les employés. Et donc, ça, finalement, ce que vous me dites, c'est qu'on est en train de passer de l'ère de la gestion des ressources humaines à l'ère de la gestion de l'expérience humaine. Exactement. Il faut tendre vers ça. Si on veut fidéliser les collaborateurs, dans un premier temps, tout simplement, il va falloir aller les sonder. Alors, il y a beaucoup de méthodes, on l'a vu dans la séquence précédente, beaucoup de méthodes qui peuvent être utilisées. Simplement aujourd'hui, avec du coup ce qui serait celui qui s'occupe de la relation aux employés, il doit pouvoir aller prendre le pouls à la fois du collectif et de l'individuel pour ressentir ce qui se passe et essayer de fluidifier l'organisation. Quand je suis un manager et que j'attends des éléments de la DRH, en fait, c'est quelque chose qui devrait arriver spontanément. En général, on attend quelque chose de la part d'un fournisseur, il va vite le proposer. Ou de temps en temps, il devance même notre besoin. Il faut que les DRH se mettent dans cette posture-là pour que du coup, on soit non plus dans une réponse à l'exigence, mais qu'on devance les futures exigences des collaborateurs.
devancer les attentes des collaborateurs et des candidats, parce que ça commence dès les candidats. Et ça commence dès les candidats. Aujourd'hui, on voit très bien, quand on a des candidats qui s'adressent à nous, alors que ce soit chez Deloitte ou chez d'autres, finalement, ils sont en attente de qu'est-ce qu'on va leur promettre. Comment est-ce qu'on peut leur permettre de se développer. Ils pensent pas forcément à développer l'entreprise, ils pensent à se développer. Donc, il faut qu'on ait des réponses à ça. Il faut qu'on puisse essayer d'anticiper. Et tout à l'heure, il était évoqué la notion de grand groupe ou de start-up. Ouais. En fait, ce qui est beaucoup recherché, et il y avait un célèbre slogan là, sur des camions, je me rappelle quand j'étais petit, c'était la puissance d'un grand groupe et la souplesse d'une PME. Ah oui. Et en fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les DRH doivent être capables de capter l'information d'un candidat ou d'une business unit, mais avec un objectif commun, qui est l'objectif de faire avancer le groupe dans son ensemble. Et en 1 minute, est-ce que vous pouvez me dire comment ils vont le faire? Il y a des Moyens. outils. Il y a des outils. Il y a les outils, et les outils sont un support, mais c'est vraiment un changement de mindset qu'il faut opérer. Le digital, en fait, c'est pas juste la transformation digitale, c'est l'organisation, les process, le digital et les people. Avoir cette posture, et je reviens à l'équivalent de mon Customer Success Manager, s'il n'y a pas ça, en fait, on aura du mal et on sera toujours dans la réaction. Merci beaucoup, Yvan Moitraire. Il y a encore du boulot sur la planche, si j'ose dire. Mais c'est bien, vous donnez une guidance associée à Share Transformation et Human Capital chez Deloitte. Restez à l'écoute. Dans un instant, Stéphane Soumier reçoit 5 startups qui nous présentent leurs dernières innovations. Et puis, bien sûr, Future of HR continue toute la semaine. Faites votre programme justement individualisé sur mesure sur www.futureofhr.fr avec des rendez-vous en petit comité qui vont vous permettre de répondre à vos problématiques et enjeux prioritaires.